Et je me dis, quelqu'un qui ne parlait absolument pas un mot d'anglais, mais est-ce qu'il aurait eu la job? Mais ça, c'est une question. Mais je voulais, moi, en fait, c'est ça, c'est mon objectif, ce que je voulais faire avec vous, c'est que moi, je ne suis pas une spécialiste de la question, je n'ai pas fait de recherche là-dessus, je n'ai pas écrit un livre, mais je suis quand même, comme la plupart d'entre vous ici, je m'intéresse beaucoup à cette question-là, j'ai un regard de citoyenne par rapport à ça, et j'ai le goût de partager, entre autres, je viens de le faire un petit peu, des expériences, des choses que j'observe autour de moi, que ce soit dans mon milieu de travail, comme j'ai glissé 2 exemples, dans ma famille aussi, et auprès de mes collègues et tout ça. Puis, comme je le disais, moi, je sors maintenant d'une recherche d'emploi très, très active qui a abouti. Je suis très contente. Mais en même temps, ce que j'ai pu voir, c'est que, par exemple, moi, je travaille dans le milieu de l'environnement et donc je cherche dans l'entreprise pour devenir aide-conseillère en environnement dans une entreprise, surtout dans le secteur manufacturier. Et on va dire, je ne sais pas moi, 99% de toutes les offres d'emploi demandent une connaissance de l'anglais et du français. Et j'ai passé je sais combien d'entrevues. Et honnêtement, dans le travail, il y avait pas, je sentais pas toujours que c'était un besoin. Par exemple, le siège social, que c'était ailleurs. On dirait, moi, j'ai vraiment l'impression que c'est un effet de mode. Il y a vraiment une mode, c'est rendu, on pose toujours la question, puis même les gens voient que mon anglais, il est à peu près correct, puis c'est correct, ils passent à l'autre question. Donc, est-ce que c'est vraiment si nécessaire que ça? J'en suis pas certaine. Et donc, je parle aussi des entrevues. Puis je regarde aussi, j'ai travaillé dans une PME où, puis tout ce que je vais vous dire maintenant, vous allez sentir que vous avez déjà entendu ça, même si vous ne me connaissez pas. C'est juste que ça confirme vraiment sur le terrain des réalités puis des faits un peu qu'on évoquait tout à l'heure. Et donc, il y a un courriel, il y a des mémos qui circulaient, il y a des mémos qui circulent parmi les gens, parmi les collègues de travail, et pour dire des choses. Et il y avait beaucoup de mémos qui circulaient en anglais. Puis dans cette entreprise-là, il y a des unilingues anglophones et il y a des francophones dont certains sont vraiment bilingues, d'autres parlent plus ou moins bien l'anglais, mais c'est rare qu'on trouve des unilingues francophones. Tout le monde a un certain niveau quand même d'anglais. Et mon supérieur, je me rappelle, il avait envoyé un courriel très, très touchant. Il y avait quelques erreurs, mais bon, des fautes de français, mais bon, passons par-dessus, pour dire aux gens, dorénavant, lorsque vous écrivez des mémos, c'est très important que vous utilisiez les 2 langues parce que c'est notre héritage. J'avais vraiment utilisé le mot héritage, puis je trouvais ça touchant dans une entreprise de fabrication, on veut faire du profit, qu'il ait dit ça, alors que c'est quelqu'un qui s'occupe juste de la production. Mais ce que je me rends compte dans la réalité, par exemple, quand il parle avec un Andrew, qui est un anglophone, mais parfaitement bilingue, qui parle parfaitement bien le français. Il lui parle tout seul et je l'entends lui parler, les 2 parlent français, en anglais. Donc, c'est une contradiction que je constate aussi. Donc, c'est un peu comme quand on parle, c'est quoi la relation par rapport à la langue. Il y a beaucoup de messages contradictoires qui sont lancés. Si je regarde plus un peu dans ma famille, moi, je suis une enfant de la loi 101. 2 minutes, très bien. Okay. Vous n'avez pas 2 minutes? Non, j'avais dit 1, mais... Très bien, j'entends mal. Donc, dans ma famille, par exemple, moi, je suis l'aînée de 5 enfants. On est tous des enfants de la loi 101. On est allés à l'école en anglais. Je suis arrivée ici en 87, donc 88, à peu près 11 ans après la loi 101. Et je peux vous dire que mes parents et tous leurs amis, leur entourage, eux, quand ils sont arrivés ici, ils avaient une connaissance quand même de l'anglais, une certaine connaissance. Et puis, en arrivant ici, eh bien, à la maison, ça se passait surtout en arabe. Parmi leurs amis, ceux qui se sentaient un peu plus chic, bien, à la maison, ça se passait surtout en anglais. Donc, les enfants perdaient leur langue maternelle. Moi, je remercie beaucoup mes parents d'avoir gardé ma langue maternelle, qui est une richesse et c'est très important. Mais, par exemple, si je compare, à la même époque, on avait des amis, moi, j'ai immigré des Émirats arabes unis, donc un pays arabe du Golfe Persique. À la même époque, nous, on a immigré à Montréal et une autre famille, à peu près 1 an avant nous, ont immigré à Toronto. Là, ils vivent à Mississauga. Puis avec leurs enfants, eux, ils avaient aussi une connaissance correcte quand même de l'anglais, mais eux, contrairement à mes parents, ont vraiment amélioré de beaucoup leur anglais, sont vraiment rendus bilingues, c'est-à-dire arabe et anglais, alors que mes parents, leur anglais est resté un peu comme ça, bon, à cause de la télévision satellitaire et tout ça, et ils comprennent bien le français, ils baragouinent un peu, et donc, je sais pas, je dis en fait des faits, quelle conclusion on peut en tirer, je ne sais pas, ça c'est ma famille, mais je veux juste parler des Maghrébins, dont on parle beaucoup, et on a dit que leur taux de chômage est 3 à 4 fois
fois plus élevé. Ça, c'est un autre aussi cas d'exemple, parce qu'on entend souvent les immigrants ne parlent pas anglais. Puis juste ce matin, j'ai passé une entrevue à une émission, puis la recherchiste m'a dit oui, juste tout à l'heure, j'ai essayé de me faire servir le café en français, puis j'y arrivais pas. La personne n'avait aucune idée de quoi je parlais, juste pour dire je veux un café puis 2 laits. Et donc, c'est une réalité qui existe. Sauf que hier, j'ai entendu un chiffre qui dit 60% des immigrants que le Québec choisit, donc des immigrants qu'on choisit, sont déjà francophones. Et ces gens-là, puis j'ai des exemples, puis on en parle, je sais qu'on en parle beaucoup, mais il faudrait qu'on parle de ces gens-là aussi. Pas seulement franciser les immigrants, mais parler, ouvrir les entreprises où ça se passe en français à ces immigrants-là. On ne le répétera jamais assez. Voilà. Ben merci beaucoup. Alors, oui, ça vient confirmer des choses, effectivement, qu'on a entendues depuis hier soir, comme quoi, souvent, cette fermeture un peu à l'immigration, même francophone, elle est le fait d'entreprises francophones et d'autres francophones de la société d'accueil. Donc, limiter l'immigration, est-ce que c'est une... Est-ce que c'est ouvert? Oui. Limiter l'immigration, est-ce que c'est une solution? Puisque c'est pas là le problème. Oui. Le problème ne vient pas nécessairement des immigrants, parce que une chose importante que je veux dire, les immigrants, quand ils laissent tout, ils laissent leur maison, leurs amis, leurs références culturelles, ils laissent tout, puis ils arrivent ici. Apprendre le français, si c'était vraiment dans leur intérêt. Pensez-vous qu'ils vont dire « Ah non, moi, ça me tente pas de parler cette langue-là. Vraiment, là? Non, c'est impossible. Alors, je pense qu'on a eu pas mal d'exemples aussi ce matin de ça. Hein? Le fait que le français soit pas forcément un passeport pour l'emploi, soit pas forcément un si grand atout, même si le fait de ne pas parler français pourrait être un handicap réel. Revenons sur une chose que vous avez dite et qu'on a entendu beaucoup. J'aimerais savoir si vous êtes d'accord, en gros, avec ça. Est-ce que la demande de compétences en anglais dans notre société actuelle, si c'est vrai que c'est contenu dans 80% des offres d'emploi, plus ou moins, est-ce que c'est justifié dans les circonstances actuelles au nom de la mondialisation, ou est-ce que c'est pas un abus, au fond, si les tâches à remplir par la suite pourraient tout à fait se faire en français dans une société francophone? Qu'est-ce que vous en pensez, Mathieu? Sur la demande des entreprises par rapport au bilinguisme, moi, honnêtement, personnellement, j'évolue dans un milieu qui est bilingue dans mon emploi, puis ça me... Écoutez, je crois pas que ce soit exagéré, très honnêtement. Moi, dans le sens où je perçois l'anglais comme un outil de travail. Je ne le perçois pas comme étant sur un pied d'égalité avec le français. Je ne le vois pas comme étant une langue qui compétitionne le français, parce que ma langue maternelle, c'est le français. Maintenant, moi, je prendrais la question, je la retournerais un peu, parce qu'il y a des études intéressantes qui ont été faites qui montrent que l'offre de bilinguisme est grande aussi. Et que l'offre de bilinguisme est importante. Pourquoi? Parce qu'il y a une incitation très forte à parler les deux langues, le français et l'anglais, parce que ça amène un revenu qui est plus important. Le seul groupe linguistique qui a un rendement supérieur en termes de revenus depuis les années 70 jusqu'à 2000, c'est les bilingues francophones, par rapport aux unilingues francophones. Unilingues anglophones? Tous les autres groupes linguistiques sont en bas des unilingues francophones en termes de rendement. C'est-à-dire que les seuls... C'est un avantage de continuer de parler français au Québec, parce que les francophones... C'est un avantage d'être bilingue, parce que c'est le groupe linguistique qui a le plus grand rendement en termes de revenus. Il a les meilleures cartes dans son jeu, c'est ce que vous dites. Exactement. C'est payant. C'est payant, et si on voit plus loin que ça, c'est un très, très fort incitatif au bilinguisme. Moi, je dois dire que je ne suis pas tout à fait d'accord avec Mathieu dans sa vision du rapport entre les langues comme n'étant pas compétitif. Je pense qu'il y a une compétition qui me semble assez fondamentale entre le français et l'anglais au Québec, ce qui explique d'ailleurs le concept d'allophone, qui n'est pas un concept totalement artificiel, je trouve. C'est vrai que c'est québécois, mais ça correspond à une réalité. C'est qu'au Québec, plus qu'ailleurs, les Québécois issus de l'immigration parlent leur langue d'origine plus longtemps qu'ailleurs, parce qu'il y a une compétition entre les deux groupes linguistiques principaux dont tu profites. Et quelque part, c'est l'envers d'un échec de l'intégration de la majorité francophone. Donc, les allophones, c'est une réalité québécoise. C'est pas juste un concept statistique qui correspond à rien. Par rapport au bilinguisme, moi, je crois vraiment que le bilinguisme est devenu une idéologie. Donc, c'est bon, c'est bien, et que ça donne malheureusement comme résultat un retour de ce qu'on voyait au Canada français d'autrefois, c'est qu'on exige par principe le fait que les gens soient bilingues, alors que ce n'est pas toujours nécessaire pour le travail. Une étude qui a été très intéressante là-dessus, qui a été exposée à un colloque auquel j'ai participé à McGill il y a 2-3 mois là, par l'Institut de recherche sur la langue, c'est Noël Marchison, la journaliste là, qui était parfaitement bilingue, là, qui avait fait une enquête dans les commerces de Montréal. Pour le journal de Montréal. Ouais, c'est ça. Puis elle expliquait, c'était très, très, très bon. Et ce qui ressortait, c'était très déprimant. Hein? C'était que l'anglais était plus utile et exigé que le français.
Oui, c'était très, très net, ça, que ça ressortait. Et c'était, même si c'est une journaliste que les universitaires pendant ont tendance à snobber, j'ai été impressionné par la rigueur, le sérieux de tout ça. Donc moi, je crains vraiment que ce soit comme ça. Et le dernier point que je voulais dire, c'est que moi, je crois qu'il y a une lumière jaune qui s'est allumée dans le domaine linguistique, là, très clairement, avec les dernières données de Statistique Canada, qui ont montré quand même une diminution, non pas juste des Québécois de langue maternelle française, des Québécois de langue d'usage française, qui n'est pas tout à fait pareil, langue d'usage à la maison, et pas juste sur l'île de Montréal, dans la grande région métropolitaine de Montréal. Donc, c'est pas dramatique, mais c'est un feu jaune, assez nettement, et s'ajoute à ça un scandale absolu, le fait qu'on n'est pas capable d'avoir l'heure juste sur la situation au Québec, parce que l'Office québécois de la langue française ne fait pas sa job. Moi, je n'en reviens pas qu'un an après que France Boucher ait refusé, en fait, de faire le bilan de la situation linguistique au Québec, je m'excuse, vous savez ce qui a été fait, c'est qu'on a garoché littéralement un monceau de documents sur une table, et ça, pourquoi l'Office québécois de la langue française existe, c'est en partie pour donner leur juste sur un sujet extrêmement émotif, où au Québec, on a tendance à hésiter entre un alarmisme qui ne mène nulle part, ou un jovialisme. Vous savez, il y a un côté des belles paroles, hein, le Québec, le français, c'est une belle langue, c'est une langue merveilleuse, on est pour ça, c'est pourquoi c'est si difficile d'arriver à plus de sérénité? Parce que c'est lié au débat entre les fédéralistes souverainistes depuis 30 ans. Moi, ce que j'espère beaucoup, j'en parle dans mon livre, dans le compte de l'enjeu très important que c'est au Québec, que d'abord l'Office québécois de la langue française relève de l'Assemblée nationale, qu'on se débarrasse de la présidente actuelle, et puis que vraiment, qu'on ait vraiment l'heure juste. C'est quoi la situation linguistique au Québec? On ne l'a pas. C'est pas normal. Mais ça ne sera jamais que le portrait de ce qui vient de se passer, comme le disait Mathieu Laberge. Oui, mais M. Balthazar d'abord. Moi, je veux revenir à la question de notre responsabilité vis-à-vis de la langue française. C'est trop facile de dire l'anglais nous menace, etc., mais nous la parlons mal, cette langue, et nous cultivons l'art de la mal parler. C'est pas surprenant. Et quand on voit aussi le nombre d'anglicismes qui sont utilisés par nos élites culturelles dans leur langue, c'est pas étonnant qu'on vire facilement à l'anglais et qu'on ait à l'occasion qu'on fasse une bonne place. Et on donne le mauvais exemple aux enfants. On l'a constaté dans notre histoire. Il n'y a pas d'opposition entre une bonne connaissance du français et une bonne connaissance de l'anglais. Les grands champions de la langue française dans notre histoire, Louis-Joseph Papineau, Henri Bourassa, René Lévesque, étaient des hommes qui parlaient admirablement bien l'anglais, comme une langue seconde. Et c'est pas parce qu'ils étaient bilingues que ces gens-là auraient accepté qu'on s'adresse à eux en français, en anglais régulièrement. Donc, c'est possible de concilier le bilinguisme individuel et si vous me permettez, une position collective claire. Vous me permettez de donner un autre petit exemple personnel. Moi, ma première femme était une Américaine. Elle est arrivée ici, elle ne parlait pas un mot de français. Elle a, fort heureusement, à l'époque, il y avait des coffees. En l'espace d'un an, elle a acquis l'usage du français assez bien. Et là, nous avons eu un fils. Nous avons décidé, bien sûr, que notre fils serait bilingue. Et là, ma femme m'a demandé, qu'est-ce qu'on va faire? Il va aller à l'école élémentaire en anglais ou secondaire? J'ai dit non. Il va aller à l'école française à tous les échelons. Elle a dit, mais pourquoi? It's not fair. J'ai dit oui, parce qu'on est en Amérique du Nord. L'anglais, il va l'apprendre. Il y aura de multiples occasions, surtout quand on vit à Montréal, d'apprendre l'anglais. Son français, c'est moins sûr, quoi qu'il nous arrive. Or, nous avons fait ça. J'ai obtenu ça de ma défunte femme, et mon fils n'est jamais allé à l'école en anglais, et il fonctionne aujourd'hui très bien dans la langue anglaise. Il est aujourd'hui bilingue. C'est ça. Et ça, je rends hommage à Dufour qui le dit souvent dans son livre. Notre situation en Amérique du Nord par rapport à l'anglais, elle est spéciale. Elle ne se compare pas à la situation d'un pays d'Europe, qui pourrait nous y accédons à l'anglais facilement, surtout évidemment pour la moitié des Québécois. L'autre moitié, c'est peut-être différent. Peut-être tu pourrais témoigner de là-dessus, si on grandit au Saguenay, peut-être qu'il est important d'apprendre l'anglais à l'école. Mais même au Saguenay, il y a une station de télévision anglaise. Si on veut apprendre l'anglais, il n'y a rien de plus facile. Voilà, il y a des emplois d'été, etc. Donc, on apprend l'anglais et c'est un faux problème de nous demander si on ne devrait pas renforcer l'enseignement de l'anglais à l'école, etc. Voilà. Ou à quel âge on devrait commencer. Quand on connaît sa propre langue. Ceci dit... Monsieur Balthazar, j'aimerais entendre. Il nous reste 10 minutes. Une minute. Oui.
Ceci dit, C'est fou, oui, c'est je sais. vrai que c'est un avantage énorme, et pour tous les Québécois, d'apprendre la langue anglaise. Oui. C'est Oui. une langue internationale. Si on n'est C'est pas la langue de devenu nos spécialiste de la voisins. politique américaine, sinon. Hein? Voilà. Entre Et autres. moi, j'ai demandé à mes étudiants, et je continuais d'accorder 10 à la correction de la langue française, comme on le faisait autrefois aux hautes études. Et en même temps, je leur demandais de lire des ouvrages en anglais s'ils voulaient comprendre quelque chose à la Voilà. politique Merci. Merci. Voilà. Christine et Oui. ensuite Mathieu. Puis Alors, j'ai Ruba. pris quelques notes sur les plus Oui. récents points qui ont été discutés. D'une part, je voulais revenir sur le concept des allophones pour dire que, je diverge d'opinion quant au fait que les allophones qui continuent à parler leur langue maternelle doivent être vus comme un échec parce que je me mets à la place d'eux. Si moi, j'émigrais, par exemple, en Espagne et que je continuais à parler la langue française à la maison et que mon fils continue à parler français avec moi à la maison en Espagne, je trouverais ça abominable qu'on considère que je sois un échec de mon immigration en Espagne, peu importe mon intégration réelle là, dans la vie de tous les jours. Il me semble que c'est une richesse à la fois pour moi puis pour le pays d'accueil que cette diversité linguistique-là perdure. Donc, je trouve qu'il faut renverser un petit peu la façon qu'on a de voir cette rétention de la langue maternelle de certains de nos immigrants. Par rapport aux 80 de l'anglais dans les demandes d'emploi, dans les offres d'emploi, pardon, est-ce que c'est trop, est-ce que c'est pas assez? Je ne peux pas me prononcer personnellement là-dessus, mais je vous dirais que s'il y a une chose qui m'apparaît claire, c'est que ça va aller croissant comme phénomène. C'est pas un phénomène qui va tendre à disparaître si on regarde la dynamique économique dans laquelle on est inséré. C'est quelque chose qui va s'accroître. Donc, qu'on soit à 50 ou à 70 je ne le sais pas. Mais, chose certaine, ça va aller en augmentant. La tendance est telle. Par rapport à l'amélioration du fait français, moi, je suis d'avis qu'on doit effectivement grandement améliorer la connaissance que l'on transmet à nos jeunes du fait français, de la langue française, des règles du français. On doit le promouvoir. Et je mettrais totalement de côté cette idée qui a été mise en œuvre là, récemment de commencer les cours de langue d'anglais en première année. Je trouve ça totalement ridicule. Moi, je pense qu'on devrait mettre à la place 2 fois plus d'efforts sur l'apprentissage du français au primaire. Et une fois que ce français-là est quand même bien établi, que là, on se mette à apprendre l'anglais et qu'on l'apprenne autrement qu'au compte-gouttes 1 heure par semaine pendant maintenant 11 ans. Qu'est-ce qu'on est rendu? 11 ans. 11 ans de cours d'anglais pour, en bout de ligne, avoir des jeunes qui disent, après leurs études secondaires, bon, je pourrais peut-être partir 3 mois en Ontario ou dans l'Ouest canadien pour apprendre l'anglais. Parce qu'on en est à ça. Parce on qu'on regarde en a les fait de statistiques. faux bilingues. C'est une autre forme de faux bilingue. On apprend l'anglais, mais pas vraiment pour le parler. Oui, Alors, oui, que l'on promeuve davantage les programmes intensifs d'apprentissage de l'anglais, puis qu'on dégage, ce faisant, du temps à la fois pour le français et à la fois pour une langue tierce, pour ceux que ça intéressera. Parfait. Oui, Mathieu? Puis ensuite, Ruba. Revenir simplement sur 2 points très rapidement. Le premier, justement, cette question-là de la langue d'usage à la maison. Moi, je trouve ça excessivement difficile de prendre cette statistique-là pour illustrer le fait français comme langue d'expression publique. Et je vous donne 2 anecdotes, des anecdotes vécues. Un excellent ami à moi vit avec une personne qui parle espagnol. Et à la maison, ça se passe en espagnol parce que la personne vient d'immigrer. Or, cet ami-là parle un français qui est probablement meilleur que la très grande majorité des Québécois. Et je vous donne un autre exemple, c'est le mien. Ma copine est américaine d'origine. Elle parle un français aussi bien que moi, mais son père, lui, ne parle qu'anglais et espagnol. Alors, à la maison, ça se passe évidemment en anglais et en espagnol. Dans le recensement, moi et mon ami serions classés comme parlant français et anglais à la maison. Or, nous sommes 2 personnes, on peut inclure ma copine là-dedans, comme étant des gens qui parlent français comme langue d'expression publique. Alors là, ça pose une question de politique publique. Qu'est-ce qu'on veut? Est-ce qu'on veut que le français soit la langue d'expression commune ou on veut que tout le monde parle français? Moi, c'est la première option. Que tout le monde parle français, la langue parlée à la maison, c'est de nature privée. Oui. Donc, la langue commune, la langue des institutions, et ça, même là, on a du chemin à faire, la langue du travail, la langue d'enseignement, mais ce qu'on parle à la maison, c'est autre chose. Exactement. Dites, on a le droit d'avoir 2 allégeances, au fond, ou 3 aussi. Là. Exactement. Oui. Et je vais juste essayer, puis vous pourrez réagir là-dessus, essayer une explication sur pourquoi on a une position différente au lien entre les 2 langues, dans le fond, entre le français et l'anglais. Et je crois que, justement, la nature, parce que moi aussi, je suis un enfant de la loi 101, je pense que ça a beaucoup à voir.
Moi, j'ai jamais vécu le Québec d'avant la loi 101, et la loi 101, à mon sens, est un exemple de succès pour affirmer le français comme langue d'expression commune. Mais est-ce que ça veut dire que pour vous, c'est acquis, que la sécurité Non. est là et qu'on ne doit pas se Il y a méfier des reculs possibles qu'on a Il l'air faut de toujours, constater dans les toujours, chiffres? toujours être vigilant. Mais la réalité, c'est que moi, je me suis jamais fait servir en anglais chez Eton, et je me fais servir en français chez Ogilvy. Alors, il faut aussi faire attention, et je pense que ça explique une bonne partie de nos Mais divergences. l'étude du Conseil de Vous la langue magasinez française... pas tous au même endroit, là, je pense que c'est L'étude, clair. je suis d'accord, mais... Je vais rarement. L'étude du Conseil de la langue française sur le français et les jeunes de mai dernier peut inciter quand même un certain pessimisme chez les jeunes. Puis, entre autres, là, on parle de politique publique, de belle théorie, là, mais il y a quand même la réalité encore au Québec là, de Québécois francophones qui répondent en anglais à des Québécois issus de l'immigration qui leur ont parlé en français. Je l'ai déjà vécu. Puis, il n'y a aucune... Non, ça arrive encore C'est le couramment. problème des Ça francophones. arrive chez les jeunes. Donc, ça, c'est une mentalité de groupe ethnique Oui. qui est perdante. Tout ne va pas bien au Québec. Il ne faut pas être jovialiste. Là, cet aspect-là existe. C'est le message qui est envoyé. Et l'étude du Conseil de la langue française dit qu'il y a des jeunes Québécois, pas tout le monde, qui ont tendance à répondre en anglais dès que quelqu'un s'adresse à eux avec un accent qui n'est pas québécois. Donc là, c'est qu'on a un gros problème. Là. Le C'est pas retour juste du les mouton, vieux. du Tout n'est pas colonisé, rose. c'est Le ça. mouton, c'est ça. Il y a C'est des ça. vieux moutons, mais il y a des jeunes moutons aussi. Oui. Ouais. Je Rouba. pense que tous les trois, on a été chicotés un peu par la même chose quand vous avez dit que c'est un échec. Puis moi aussi, quand je lis les statistiques, je comprends pas pourquoi est-ce que le fait de parler à la maison, sa langue C'est plus fort maternelle... qu'ailleurs. Ce que je veux dire, c'est qu'au Québec, Oui, c'est par unique. exemple. C'est ça que je veux dire. C'est Mais- qu'au Québec, c'est Ouais. plus fort que partout ailleurs. Je suis pas fou, je sais bien qu'il peut y avoir une richesse, mais c'est trop facile de dire c'est merveilleux. C'est l'envers d'une intégration qui fonctionne moins qu'ailleurs. Oui, mais Mais ailleurs, attendez. c'est plus une assimilation, comme par exemple l'exemple que je donnais. Oui. Est-ce que je peux pas... Oui, allez-y. Oui, un peu comme l'exemple que je donnais des gens qui ont immigré, des amis de mes parents en même temps, puis qu'eux, ils parlent surtout plus anglais à la maison avec leurs enfants. Mais ici, au Québec, je pense que, moi, je me rappelle quand j'étais au primaire, on avait des cours après l'école, parce qu'il y avait beaucoup d'Arabes, c'était à Ville-Saint-Laurent, on avait un cours, je pense que ça durait 1 heure d'arabe. Et ça a été payé par le ministère de l'Éducation, puis ce que ça disait,